Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler anxiété sociale vs entrepreneuriat. Est-ce que c'est compatible ? Je m'appelle Delphine Duc, je suis cosmétologue diplômée et je crée la marque Happy Made Cosmetics qui vous propose des cosmétiques sur mesure, efficaces, adaptés à tous les types de peau et surtout accessibles. La marque elle sortira très très bientôt, donc restez connectés. Pour ce podcast, le but est d'échanger sur des sujets divers et variés avec des entrepreneurs qui partagent mes valeurs. Et donc aujourd'hui, on est accompagné de Manon Vidal et aussi d'un petit toutou, mon petit toutou qui vient d'arriver très récemment dans la famille. Donc posez-vous confortablement pour écouter ce petit podcast sur les prochaines minutes avec nous. Donc Manon Vidal, elle a fait les mêmes études que moi, donc on est même très très amis. Et aujourd'hui, elle est donc à son compte en tant que ghostwriter pour LinkedIn pour aider les entreprises engagées à avoir une plus forte visibilité sur le réseau social LinkedIn. Mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc bienvenue Manon et je te laisse ta parole pour te présenter et ensuite on commencera avec les questions du podcast. Du coup, comme l'a dit Delphine, je suis maintenant donc à mon compte et en gros, j'aide les entreprises engagées à gagner en visibilité sur LinkedIn parce que je pense que la transition écologique doit prendre de la place dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et comme j'ai acquis dans le temps des compétences sur LinkedIn, je les mets à profit pour aider des personnes qui travaillent dans la transition écologique à prendre de la place sur LinkedIn et du coup parler de transition écologique au travers de leurs services. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton parcours initial, que moi je connais très bien, mais pour que les gens comprennent un peu d'où tu viens et comment t'en es arrivé à faire déjà ce métier avant de parler vraiment du vif du sujet de l'anxiété sociale. Oui. Du coup, j'ai fait, après le lycée, j'ai fait un DUT en génie biologie option environnement. Donc à l'époque, forcément, j'ai été confrontée aux enjeux de la transition écologique, sauf que j'étais jeune et j'ai décidé de faire l'autruche plutôt que de me dire, plutôt que d'orienter mon cursus vers ce domaine. Et donc je suis partie en école d'ingénieur en agroalimentaire. J'ai beaucoup aimé, mais au fur et à mesure, ma vie perso a changé et j'ai eu moins d'attrait avec l'agroalimentaire. Et j'ai eu un déclic. En fait, mon conjoint, à l'époque, s'est beaucoup renseigné sur la transition écologique via Jean-Marc Jancovici. Et du coup, en fait, j'ai plus eu le choix. J'ai été confrontée à beaucoup d'informations sur ce domaine. Et du coup, j'ai pas pu faire l'autruche à nouveau. Et donc, en fait, je m'y suis intéressée beaucoup. Et puis, je me suis dit que j'ai eu beaucoup d'éco-anxiété. Okay. Et du coup, je suis passée à l'action. Donc, j'ai commencé par réduire mon empreinte carbone perso. Mais je voulais en faire plus. J'ai du coup décidé de travailler dans la transition écologique. Okay. Donc, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn pour acquérir une certaine légitimité. Parce que comme j'avais un peu fait d'études dans ce domaine, mais finalement... j'avais pas fait un master en transition écologique, tu vois, donc tu te sens toujours un peu illégitime. Et en fait, de commencer à écrire sur LinkedIn, à vulgariser les sujets liés à la transition écologique sur LinkedIn, en fait, ça me donnait une certaine légitimité parce que les gens voyaient que je parlais de transition écologique, que je disais pas n'importe quoi. Ouais. Puis, en parallèle, j'ai trouvé un travail à l'ADEME. J'ai continué à vulgariser des sujets liés à la transition écologique sur LinkedIn. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai développé mes compétences. Et puis, mon contrat à l'ADEME s'est terminé. Et puis, en fait, j'ai entre guillemets, créer une opportunité de me mettre à mon compte. C'était il y a à peu près 3 mois. Oui, c'est très très récent. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens ce que c'est que l'ADEME ? Parce que peut-être que des gens ne connaissent pas. Très simplement, l'ADEME, c'est l'acronyme, c'est un acronyme en fait qui signifie Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Maintenant, on dit que c'est l'Agence de la transition écologique. C'est une agence... d'État, c'est une agence qui est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et d'un autre ministère, je crois, mais je l'ai jamais trop en tête. Et en gros, elle a 2 missions principales, c'est de faire des études et de la prospective, c'est des missions d'expertise pour faire des études et donner de l'information vérifiée sur tout ce qui est en lien avec la transition écologique. Okay. Elle travaille sur toutes les thématiques de transition écologique, sauf la biodiversité, puisque c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui travaille sur la biodiversité, et l'eau, puisque c'est l'agence de l'eau qui travaille sur ce domaine, donc c'est des sujets vastes. Ouais. Et son autre mission, c'est du financement, donc en gros, elle accompagne des entreprises, des associations, des collectivités. Okay. Donc en gros, elle donne des subventions pour aider ces acteurs à mettre en place des sujets liés à la transition, des projets liés à la transition écologique. Ok, donc ça c'est bien de le garder en tête si jamais vous avez une entreprise et que vous voulez avoir des projets engagés, vous pouvez faire appel à l'ADEME.
éventuellement, du coup. Ok. Et vis-à-vis de l'anxiété, du coup, sociale, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ton expérience avec ça et où t'en es aujourd'hui vis-à-vis de l'entrepreneuriat, etc. Enfin, je te laisse développer. Mon expérience avec ça, en fait, je l'ai découverte finalement il y a pas longtemps parce que on a tous une petite voix dans notre tête. Enfin, il y a quelques personnes qui l'ont pas apparemment, mais la majorité des gens ont une voix dans leur tête où ils se disent des choses à eux-mêmes. Et en fait, notre petite voix, elle nous parle pas toutes. Enfin, on se parle pas tous de la même manière et on n'en parle jamais. En fait, c'est pas un sujet. Enfin, la sexualité par exemple, on essaie de se dire, faut en parler, machin. Mais ça, on n'en parle jamais de comment est-ce qu'on se parle à nous-mêmes, comment est-ce qu'on interagit, enfin bon voilà. Et en fait, j'ai découvert récemment, je pensais que tout le monde était comme moi. C'est-à-dire que moi, ma petite voix, des fois, quand je suis avec des personnes, elle va me dire oh là là, ça fait 3-4 minutes que t'as pas parlé, mais c'est gênant. Faut que tu parles, les gens vont croire que t'as rien à dire, que t'es pas intéressante. Moi, elle va me dire ce genre de choses. Et ça a évolué, mais donc, en fait, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps parce que j'ai vu un psy et je trouve ça génial de voir un psy et je pense qu'on devrait tous voir un psy plus souvent parce que ça fait du bien, énormément de bien, et on a tous quelque chose à dire, voilà, clairement. Et que ce soit un gros besoin ou un besoin un peu moins important, ça ferait des économies à la sécu aussi. Et du coup, oui, donc en fait, c'est avec ce psy qui m'a dit, voilà, vous avez de l'anxiété sociale, une légère anxiété sociale, parce que voilà, vous fonctionnez normalement, ça m'empêche de rien faire, voilà. Mais par le passé, en fait, je me suis rendu compte que j'ai évolué. Pendant le lycée et après le lycée, j'ai eu des troubles alimentaires. Et en fait, je pensais que j'avais des problèmes avec l'alimentation, mais c'est a posteriori que j'ai compris que c'était une façade, qu'en fait, je mettais mon attention sur l'alimentation pour m'empêcher de sortir et pour ne pas voir qu'en fait, j'avais un problème vis-à-vis des autres. Et donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai avancé, j'ai réglé mon problème par rapport à l'alimentation. Et j'ai avancé là-dessus. Et en fait, donc, avec ce psy, notamment, on a mis des mots dessus. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai voulu désacraliser la chose. Et donc, j'en ai parlé à mes amis, à toi, à mes parents, à plein de personnes. Et du coup, ça enlève un tabou de parler de cette petite voix. Et en fait, je me suis rendu compte que les autres me disaient que leur petite voix leur disait pas forcément la même chose. Là, depuis... c'est très récent, mais depuis à peu près 3 mois, dans ces eaux-là, je me suis rendu compte que ma voix a changé et que mon anxiété sociale a changé. Donc c'est un peu là ce pourquoi on en parle, parce que du coup on en a discuté et qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même approche. Mais donc voilà un peu où j'en suis par rapport à mon anxiété sociale. On va peut-être développer après, mais je veux pas un peu spoiler. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Alors peut-être qu'il faudrait que tu développes, et après je dirais moi mon expérience, comme ça on va comparer 2 expériences complètement différentes vis-à-vis de ça. Mais est-ce que du coup dans l'entrepreneuriat t'as de l'anxiété sociale? Est-ce que t'en as moins? Est-ce que t'en as plus? Et pourquoi? Est-ce que tu peux développer ton rapport à cette problématique que t'as eue vis-à-vis du fait que depuis peu maintenant t'es entrepreneur en fait? En fait, je m'en suis rendu compte en parlant avec mon psy, j'ai plutôt un tempérament confrontant, c'est-à-dire que je vais me mettre volontairement je vais remarquer qu'il y a des situations qui me créent de l'anxiété, mais volontairement, je vais aller vers ces situations. Ça va me générer de l'anxiété, mais j'y vais quand même, en fait. Donc, moi, des situations qui vont me stresser, c'est quand on est... aujourd'hui, des situations qui vont me stresser, c'est quand on est plutôt 5-6, ou non, plutôt 3-4. Quand on est plus que 2 ou 3, et que c'est un environnement, pas des amis proches, mais... Des connaissances peut-être. Ouais, voilà, et que là, on échange comme ça, et que la parole tourne. Je suis pas un tempérament à se mettre forcément en avant, donc je vais vite me dire... j'ai pas parlé depuis un moment, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, le fait que je sois plutôt confrontante m'a menée à faire un peu des projets, à entreprendre ma vie, entre guillemets. Du coup, au fur et à mesure, là, je me trouve à être à mon compte. Et en fait, on va dire que ce cheminement de situation m'a plutôt aidée. C'est un peu mon tempérament confrontant qui m'a aidée, parce que du coup, j'allais face aux situations et du coup,
Enfin, c'est un entraînement. C'est comme si j'avais fait du sport vis-à-vis de ça. Et en parallèle d'avoir, d'échanger avec un psy et de mettre des mots sur quelque chose, c'est juste quelqu'un qui te fait parler, en fait, qui te pose des bonnes questions. Et du coup, tu te rends compte de tes réactions, de tes comportements. Et donc, du coup, pour te répondre, le fait que je travaille en entrepreneuriat m'a plutôt aidée parce que j'ai l'idée de faire quelque chose ou quelqu'un me donne une idée. Donc, je vais me dire, ok, je vais essayer d'envoyer un message à cette personne ou d'appeler cette personne ou de faire une vidéo, n'importe quoi. Et puis, naît un projet et du coup, je me retrouve à parler avec de nouvelles personnes. Et en fait, de parler, voilà, d'avoir des interactions comme ça, d'aller dans un coworking et de rencontrer des personnes que je connais pas, et en fait, ça va réduire mon anxiété sociale parce que je m'habitue, comme process classique, quoi. Ouais, donc c'est une question d'habitude. Ouais, au final. Et bien c'est très rigolo parce que si je réagis, si je rebondis sur le fait que ce soit une question d'habitude, pour parler de mon expérience, comme ça vous avez 2 expériences vis-à-vis de ça, moi c'est tout l'inverse. Je suis quelqu'un qui a toujours eu pas trop de mal à aller vers les gens, à faire à créer des liens avec des gens depuis petite. Mais en fait, je me rends compte que peut-être que si j'avais du mal avec ça, je me rends compte petit à petit là, que à chaque rentrée scolaire, par exemple, pour moi, c'était un fiasco. Genre, j'étais stressée de fou, mais je pense que tous les gosses sont stressés pendant les rentrées scolaires. Enfin, la rentrée, je pense que c'est un peu le truc. Le truc un peu stressant. Tu te dis, est-ce que je vais être avec des gens que je connais, est-ce que je vais être avec des gens sympas, etc. Et à chaque fois, je me forçais à aller vers les gens parce qu'il fallait le faire pour avoir des relations sociales, mais en même temps, une fois que je le faisais, c'était plutôt naturel. Donc je sais pas si c'est quelque chose de plutôt naturel pour moi ou pas, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir de l'anxiété sociale jusqu'à très récemment, depuis que je suis entrepreneur, enfin très récemment du coup, ça fait 2 ans, maintenant que je suis seule la plupart du temps dans la journée, etc., parce que je travaille en télétravail et que je fais tout de chez moi, c'est beaucoup plus dur pour moi de sortir, de voir des gens, et je vais avoir beaucoup plus de mal à interagir avec les gens de manière naturelle, alors qu'avant, quand je voyais des gens tout le temps, que ce soit dans la journée ou le soir, j'avais aucun souci avec ça. Et donc, c'est là où t'as raison, je pense, c'est vraiment une question d'habitude, parce que je pense que j'ai développé de l'anxiété sociale, ou du moins ça a réveillé quelque chose qui était en moi, mais que j'avais jamais capté. Parce que maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Mais ça me fait penser à quelque chose, c'est que j'avais entendu qu'il y a une histoire d'échauffement. C'est-à-dire que donc tu sors de chez toi, je sais pas, entre midi et 2, tu vas échanger à la boulangerie avec une première personne, ça va être du small talk, puis tu vas échanger avec quelqu'un, puis tu vas échanger avec quelqu'un d'autre. Et en fait, typiquement, d'aller au travail le matin, tu fais du small talk avec plein de personnes, et au fur et à mesure, en fait, t'as plus aucun mal à parler parce que tu t'es échauffé, t'as déjà parlé avec plein de personnes. Alors que là, j'imagine que si tu sors dans la rue, par exemple, promener le chien, et que tu croises quelqu'un, comme c'est la première personne de la journée à qui tu parles, c'est ta première interaction, donc t'es froide, enfin, t'es pas échauffée, quoi. Oui. Non, mais oui, carrément. Mais c'est ça, mais c'est comme si t'as l'habitude, je sais pas, tous les matins d'aller courir 30 minutes, c'est logique que le lendemain, t'ailles courir 30 minutes le matin, alors que si t'as jamais couru, ça va être un effort compliqué, donc tout est question d'habitude. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que ça veut dire, avec nos 2 cas, que c'est quelque chose de complètement réversible. Et donc si on a de l'anxiété sociale, demain, avec peu importe quel projet professionnel ou personnel qu'on a, on pourra régler cette problématique, quoi. Aussi si on travaille sur soi et qu'on va voir un psy, et ça c'est hyper important, et je suis d'accord avec toi que tout le monde devrait le faire. Donc moi aussi, je vois une psy du coup, mais c'est trop bien, ça t'apprend plein de trucs sur toi et ça te permet d'avancer. Donc et là aujourd'hui, comment tu définirais l'anxiété sociale dans le cas de l'entrepreneuriat, enfin dans le contexte professionnel? Est-ce que il peut y avoir de l'anxiété sociale, parce que dans mon cas, du coup, j'ai dit que je l'avais développé, mais plus pour le personnel, du coup, vu que je vois moins de monde. Mais c'est vrai que quand j'ai un appel à faire ou quoi, ça me fait pas flipper du tout. Et toi, de ce que tu me dis, t'as réussi à surmonter ça. Quand tu dois appeler des gens, t'appelles des gens, point. Mais comment tu définirais ça je dirais que la définition de l'anxiété sociale dans un contexte entrepreneurial, c'est t'as une idée de contacter quelqu'un parce qu'il pourrait y avoir une collaboration ou n'importe quoi, et en fait tu te dis ah mince, non, j'ose pas le contacter parce que je le connais pas, et parce que voilà, j'ose pas. Ça, pour moi, c'est ce qui serait la définition. Mais du coup, c'est pas du tout ce qui est ma définition. Moi, c'est un peu ce qui m'a sauvée, c'est de me dire j'ai une idée, j'ai envie de faire ça, je contacte parce que ce serait trop bête de passer à côté, et puis en fait on va pas me manger, quoi. Mais moi, ma définition perso de l'anxiété sociale dans l'entrepreneuriat, alors j'ai
extrêmement estompé mon anxiété sociale, mais je pense que je l'aurai toujours un petit peu, à 5%. Et les moments où ça peut me revenir, déjà ça dépend des jours du mois. Il y a des moments où on est plus sensible ou plus, plus fatigué. Surtout en tant que femme. Ouais. et je dirais, moi, c'est plus les situations où je vais pas être dans un jour où où je suis super en forme et où je vais me retrouver par exemple au coworking avec plusieurs personnes alors que je suis pas en forme et que j'aurais pas forcément eu envie d'être là. Mais en fait, comme j'ai aussi un tempérament confrontant, je vais souvent me forcer à faire des choses et alors que j'en ai pas forcément envie. Donc je vais être à un endroit avec des gens où je me sens pas forcément à ma place, ou enfin j'avais pas envie d'être là initialement et du coup j'ai pas forcément envie de parler, donc je vais me culpabiliser, me dire ah mais là tu t'agis pas exactement comme il faudrait faire, machin. Donc voilà, moi ça va plus être ça, mon anxiété sociale dans l'entrepreneuriat, mais ça arrive quand même beaucoup moins souvent qu'avant. Et ce que je trouve fou, c'est que maintenant que j'ai énormément avancé là-dessus, en fait j'ai eu un déclic et je me suis dit mais waouh, il y a des gens qui vivent comme je suis maintenant depuis toujours, ou même, enfin encore mieux entre guillemets, des gens qui ne se posent jamais, dans leur tête, leur voix ne leur dit jamais ça. De fou. Et je me dis mais je pensais même pas que ça existait, que c'était possible quoi. Et comme il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu timides ou gênés dans la vie, bah t'as l'impression que c'est tout le monde. Et en fait non, il y a des gens qui sont pas du tout mal à l'aise. Oui. Puis cette petite voix dans la tête, je sais pas si c'est que sur l'anxiété sociale, mais ça peut être sur plein de choses. T'as fait quelque chose ou t'as dit quelque chose à quelqu'un et après tu te dis est-ce que quand j'ai dit ça, la personne elle a pensé ça, est-ce que j'ai bien fait, enfin juste le truc de se culpabiliser, c'est un truc que beaucoup de personnes ont, sans forcément avoir l'anxiété sociale, d'avoir peur d'aller parler, mais c'est plus le tempérament du coup culpabilisant, à se remettre en question, à se dire et si je fais ça, c'est parce qu'elle bouge, c'est ça. C'est vrai que là elle est en train de courser quelqu'un là. Ouais, je pense que là elle se fight avec un dog là. Peut-être, en vrai elle se ferait bouffer si elle se fightait avec un dog, je pense, mais c'est bien qu'elle rêve de ça. Mais oui, et quand tu te confrontes du coup aux gens, enfin avec ce tempérament confrontant, est-ce que c'est dur pour toi de le faire, ou est-ce que juste t'as appris à le faire et du coup t'as acquis l'habitude de te confronter? Je sais pas si c'est clair ma question, mais est-ce que si demain t'es avec des gens que tu connais pas, tu vas quand même te forcer à le faire, et c'est ça qui te sauve aussi, parce que si t'étais en plus hyper timide, ce serait hyper dur, enfin, ou si t'étais plutôt quelqu'un d'effacé, ce serait dur. Mais du coup, vu que tu te confrontes, est-ce que tu te forces vraiment, et c'est compliqué pour toi? Non, en vrai c'est plus compliqué. Je le fais facilement, mais ça peut me générer de temps en temps du stress. De ma voix dans ma tête qui me dit des trucs, mais beaucoup moins. Et c'est plus que des fois je vais le faire maladroitement parce que je suis un peu une ancienne timide. Enfin, moi je me suis toujours vue comme timide. Aujourd'hui, mon entourage me dit que pas du tout. Mais enfin, des gens qui me connaissent depuis 3-4 ans me disent mais non, c'est pas ça quelqu'un de timide quoi. Mais je peux le faire maladroitement parce que moi je me vois comme quelqu'un de timide, donc je vais aller vers les autres, mais je vais peut-être être un peu brusque, peut-être paraître froide des fois parce que je vais dire quelque chose mais sans enrober la chose. Tu vois, je vais aller vers quelqu'un que je connais pas et je vais lui dire oh excusez-moi, mais et la personne va se sentir un peu brusquée parce agressée peut-être. Ouais, voilà, parce que je vais être très cash. Alors que moi j'ai pas du tout l'impression d'être cash, parce que comme j'ai l'impression d'être timide, je me dis mais va vers les autres, et enfin bref, voilà. Donc c'est peut-être un peu plus ça. Oui, c'est genre pas naturel pour le moment dans ta manière de faire, et peut-être. Du coup t'es peut-être un peu brusque dans ta tête dans ce que tu dis, mais Enfin, pour moi, c'est naturel. Oui, ok. Mais pour les autres, ça peut paraître brusque. On me dit que je peux être brusque, quoi. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, même avec le fait que tu as dépassé un peu cette anxiété sociale grâce à l'entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore dans l'entrepreneuriat, pas dans ta vie perso, des moments où tu ressens cette anxiété sociale? Quand, je sais pas, si tu dois parler devant des gens, faire des entretiens, est-ce que c'est juste du stress parfois, ou est-ce que c'est une anxiété sociale en mode oui, est-ce que là j'ai pas dit la bonne chose, est-ce que, enfin, comme tu dis, avec la voix dans ta tête? Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'à l'ADEME, on est beaucoup en représentation parce qu'on finance des projets, du coup après on est invité à des inaugurations, enfin c'est surtout la directrice qui est invitée à des inaugurations, mais on est quand même pas mal en représentation pour représenter l'ADEME, expliquer les financements, etc. Donc en fait, j'ai été... formatée. J'ai pas eu le choix d'aller vers les autres, et notamment des fois on prend la parole devant
pas mal de personnes. Donc en fait, t'as pas le choix, tu le fais, et au fur et à mesure, pareil, tu t'habitues. Donc je pense que j'ai moins peur que beaucoup de personnes de prendre la parole en public. Après, évidemment que je suis stressée avant, hein, je transpire un peu, et comme tout le monde, on est quand même... Voilà, je le fais pas tous les 4 matins. Mais voilà, et je pense que ça m'arrive d'avoir des moments d'anxiété, mais en fait, pour moi, vu par rapport à avant, c'est rien, quoi. Voilà. C'est... Pour dire, honnêtement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus que mon anxiété sociale avait considérablement diminué, parce que depuis le Covid, alors j'ai jamais fait de lien, j'ai jamais trouvé le lien avec le Covid, mais j'ai de l'acné, c'est des micro-kystes, donc c'est pas très visible, mais moi je le vois beaucoup, et j'ai tout essayé. J'ai essayé d'enlever plein de choses de faire des évictions dans mon alimentation pour voir d'où ça pouvait venir. J'ai essayé vraiment énormément de choses, et puis j'ai abandonné parce qu'en fait je me suis dit, ça se trouve c'est le stress de... Et puis, et en fait, je me suis rendu compte là, depuis que je me suis mise à mon compte, que mon acné est en train de partir. Et alors, c'est une libération, mais je me rends même pas compte à quel point c'est une libération par rapport au stress, enfin, par rapport au problème que c'était pour moi avant. Et en fait, je me rends compte, en parallèle, que ma voix me laisse tranquille, entre guillemets. Et en fait, j'ai fait le lien, je me suis dit, mais waouh, c'était donc ça, en fait. C'était donc ça. J'ai essayé d'enlever les laitages, les œufs, enfin, j'ai fait des tests d'allergie, j'ai fait des tests hormonaux, enfin, je crois que j'ai presque tout essayé. Et j'ai pris des traitements antibio aussi, enfin bref. Et du coup, en fait, ce qu'on a en nous, c'est là, quoi. Et ça peut nous causer des troubles de sommeil, de l'acné, plein de choses. Mais de toute façon, là, c'est la cosmétologue qui parle, mais mais tout ce qui est sur votre peau, de manière générale, ça reflète quelque chose qui est psychologique. Et les cosmétiques sont là pour aider, pour accompagner, c'est clair et net. Mais si derrière, il n'y a pas une prise de conscience psychologique, par exemple, de l'acné, vous pouvez prendre les meilleurs traitements du monde, même médicamenteux, sans parler de la cosmétique. Ça va vous l'enlever sur le moment où vous prenez le traitement, et puis après, ça va revenir si le problème psychologique est pas réglé. Exactement, j'ai pris 3 fois. Donc, voilà. Donc, faut quand même voir un peu d'où ça vient. Quand c'est de l'acné, je parle très sévère, hein, pas des petites irritations ou des petits boutons par-ci par-là. Mais oui, je me souviens, en plus, c'est toi qui m'avais dit que la peau, c'était notre barrière avec nous les gens et les autres. Et que que l'acné, c'était sûrement lié à l'interaction avec les autres. C'est ça. Alors, et en fait, ça avait planté une graine dans ma tête, hein, honnêtement. En fait, pour la petite histoire, ça peut... Après, on repart sur le sujet. Ça peut être de plusieurs facteurs. Déjà, ça peut être juste scientifique, enfin juste un problème de peau et sans qu'il y ait aucune psychologie derrière, hein. C'est souvent psychologique, mais ça peut ne pas du tout l'être. Par exemple, changement d'environnement, enfin peu importe, si tu changes d'appart demain et que tu te mets en coloc, le microbiote cutané des autres va se déposer un peu partout dans l'appart parce que tu touches des choses, enfin bref. Et en fait, le fait de vivre dans un nouvel environnement va créer un trouble sur ton microbiote cutané et ça peut développer des choses différentes, des boutons, des irritations, enfin bref, et il y a une période d'adaptation. Bon, ça c'est que parce que tu changes d'environnement, c'est factuel, il n'y a pas de psychologie derrière, voilà. Et après, il y a vraiment l'aspect psychologique. La peau, c'est vraiment la barrière donc entre l'extérieur et l'intérieur de nous. Et donc, ça reflète certaines choses chez les autres qui peuvent nous être utiles inconsciemment. L'acné, clairement, ça repousse les gens. Oui, c'est ça que tu m'as dit. Voilà, l'acné, ça repousse les gens. Quand tu vois quelqu'un avec plein de boutons, tu te dis « Burk, il est dégueu ». Alors que, dans les faits, pas du tout. L'acné, c'est pas sale. Hein. Je veux dire, la personne n'est pas sale ou non, c'est pas... Dire que je me lavais bien le visage. Mais oui, voilà. Et même quand tu te laves trop le visage, ça peut te créer encore plus d'acné. Donc, ça n'a rien à voir. Mais dans la tête des gens, c'est ça, socialement. Et donc, inconsciemment, ton corps peut développer de l'acné pour que les gens soient repoussés par toi et qu'ils viennent pas te faire chier, par exemple, si t'as eu soit un traumatisme grave ou soit des choses un peu moins graves mais qui peuvent l'être pour toi, enfin bref, et qui t'amènent à du coup repousser les gens. C'est pour la petite histoire cosmétologue, pour ceux qui savaient pas, donc voilà. Ok, donc si on revient sur l'anxiété sociale, toi, quels outils ou quelles méthodes tu pourrais donner aux gens qui ont de l'anxiété sociale aujourd'hui, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et des outils et des méthodes que toi, tu as utilisés ou que tu utilises encore pour gérer tout ça? Alors, ça dépend du tempérament, mais encore une fois, moi, je m'en suis sortie quelque part parce que j'ai eu l'opportunité de me forcer à faire des choses. Non, sans forcément entreprendre sa vie, entre guillemets, mais
être confrontant en fait. Oui. Aller vers ce qui te fait peur, même si ça peut être qui tout double, parce que tu peux réagir en ayant tellement d'anxiété par rapport à une situation que ça peut te donner envie de ne plus jamais faire ça. Okay. Mais bon, moi ce qui m'a aidé, c'est ce tempérament-là, parce que du coup j'ai fait des choses et je suis pas restée cloîtrée chez moi dans la peur de faire quelque chose. Mais conseil numéro 1, allez voir un psy en fait, clairement. Parce que moi j'étais déjà allée voir des psys par rapport à mes troubles alimentaires, etc. Mais en fait on avait juste parlé de la carapace et on n'avait pas parlé de ce qu'il fallait, parce que je pensais pas que c'était intéressant, important, le sujet quoi. Et en fait c'est traiter la cause et pas les symptômes. En fait le trouble alimentaire était vraiment le symptôme et la cause c'était le rapport aux autres. C'est-à-dire personne aurait dit que j'avais un problème relationnel aux autres, mais en fait c'est très commun. C'est en fait toute personne qui est un peu timide, un peu mal à l'aise dans certaines situations, a une petite forme d'anxiété sociale. Voilà, on parle pas de maladie ou je suis cloîtrée chez moi, quoi. C'est juste de l'anxiété, tout simplement. C'est que t'es un peu stressé. Enfin, je fais jamais la différence entre stress et anxiété, mais par rapport à certaines situations, et tu vas soit avoir tendance à éviter, soit être mal à l'aise et subir. Oui, c'est ça. T'es inconfortable, quoi. Et à ces moments-là, quand t'avais vraiment une forte anxiété sociale, tous les moments que tu passais avec des gens avec qui t'étais pas maxi à l'aise, tu étais vraiment... Enfin, ça te prenait beaucoup d'énergie. Comment tu vivais ça, en fait? Le pire, c'était quand j'étais en études à l'IUT. En fait, j'ai un peu grandi au fur et à mesure, mais quand j'étais à l'IUT, le pire, c'était d'être en one-to-one, d'être avec une seule personne en voiture. Et je me souviens... Je me souviens à l'époque, je faisais des trajets avec un ami de l'IUT qui se reconnaîtra peut-être, parce qu'on faisait un projet tutoré ensemble, et j'étais très très mal à l'aise d'être en voiture avec lui, parce que je me disais mais waouh, si on parle pas, ça va être trop gênant. Et au final le sujet c'était il va se dire que je suis pas intéressante. Et maintenant en fait les one-to-one c'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'en fait je trouve que c'est quand t'es à deux que tu creuses vraiment des discussions, que tu arrives sur des sujets qui sont plus intimistes, et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est pas de parler de la pluie et du beau temps, c'est là où tu vas avoir des débats, des discussions profondes, et c'est là où tu te rapproches aussi d'une personne. Quand t'es 5-6, t'as des discussions un peu plus, on se renvoie la balle, c'est moins intimiste, et c'est là où je me retrouve peut-être moins, parce que je suis pas un tempérament où je vais parler le plus fort, donc j'étais moins à l'aise, parce que j'allais me culpabiliser de pas prendre la parole. Et est-ce que du coup t'as mis en place des routines, des choses qui t'ont rassuré dans les premiers temps pour diminuer ton anxiété sociale, sans parler du coup du temps où tu t'es mis à l'entrepreneuriat, qui t'a aidé de manière indirecte, mais vraiment quand t'as pris conscience de ton anxiété sociale, que t'es allé voir un psychologue, et que après du coup est-ce que t'as mis en place des routines, par exemple être plus confrontante et du coup être fière de toi, je suppose, après certaines situations que d'habitude, ou comment est-ce que t'as mis des choses en place, quoi? En fait, non. Honnêtement, quand j'en ai parlé avec mon psy, quand il m'a dit vous avez un peu d'anxiété sociale et puis on va avancer dessus, je me suis dit waouh, en fait voilà, jamais je m'en sortirai. Enfin, je me suis dit mais je suis comme ça depuis toujours, je vais pas ça va pas changer, quoi. Ça me paraissait impossible, vraiment. Et puis en fait, j'ai juste fait des séances de psy de temps en temps. Et puis non, il me donnait un peu des exercices, c'est-à-dire il me donnait par exemple on établissait des phrases et je devais me les dire dans ma tête quand j'étais dans une situation où je me sentais pas fou. Et c'était par exemple je suis en train d'écouter une discussion et j'interviendrai si j'en ai envie, parce que moi je me forçais à intervenir. Mais en fait honnêtement je pense que le fait d'avoir établi ces phrases, ça m'a fait peut-être du bien. Je m'en suis pas rendu compte, mais peut-être que ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à avancer. Mais en fait dans les situations je faisais pareil. Non, je me rendais pas compte, je les disais pas. Et non, en fait, pas plus. Mais il y a un truc, c'est que maintenant que du coup que je travaille toute seule, entre guillemets, je vais pas au bureau tous les matins, je travaille jamais de chez moi, parce que en fait il y a plein de trucs. Le fait de travailler chez soi, déjà, mon conjoint part le matin, et puis moi j'ai l'impression de rester toute seule et de stagner chez moi. Je comprends. J'aime pas du tout cette sensation. J'ai envie de sortir, de faire le trajet, d'être dans le mouvement, et puis donc ça c'est le premier truc.
Et en fait, c'est hyper important de voir des gens en vrai. Ouais. Donc, le truc que je fais, c'est que je ne travaille quasiment jamais de chez moi, sauf Ok. si il faut que je travaille chez moi parce que quelqu'un vient faire l'entretien dans De la l'appareil, chaudière. voilà. mais non, je travaille très peu de chez moi et du coup, je vais dans un coworking et je sais que il faut pas que il faut pas que je reste toute seule toute la journée parce que typiquement, comme toi, je pense que ça pourrait, de rester chez soi et de pas voir de monde, ça pourrait me faire revenir cette anxiété sociale. D'accord, ouais. C'est vrai que parfois c'est tellement confortable de bosser de chez toi parce que en fait, tu te lèves, tu bosses, puis tu manges chez toi, puis tu rebosses et puis t'as pas besoin de faire les trajets, d'être dans les embouteillages. Bon, après, il suffit de faire des horaires décalés, mais je sais pas si t'as trouvé un coworking proche de chez toi qui te convient. Ouais, voilà. Après, faut Ouais, mais en vrai, convient. pour en avoir parlé avec plusieurs personnes qui travaillent de chez eux, des devs ou quoi, au début, ils sont super contents. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est la facilité, en fait, c'est le choix confortable, mais c'est pas ce qui est le mieux pour ta santé mentale. Ah oui, non mais parce que t'es comprends. contente de pas. Mais moi aussi, je suis super contente de pas avoir le trajet, de me mettre direct à bosser, de pouvoir étendre mon linge pendant une pause, etc. De fou. Mais en fait, à la fin de la journée, je me sens. Ouais. J'ai l'impression d'avoir travaillé comme ça dans ma grotte et de n'avoir rien fait de ma journée, d'avoir juste travaillé, quoi. Ouais, je comprends. J'ai cette impression aussi parfois, j'avoue. Mais bon, après, c'est confortable quand t'as envie de bosser jusqu'à pas d'heure. Et ça, c'est pas bien non plus de le faire. Mais du coup, c'est vrai que quand tu rentres du travail, c'est hyper dur, je trouve, de se remettre à travailler. Et quand t'as des grosses journées... Ouais, c'est sûrement plus dur, ouais. Donc parfois, c'est vrai que je sais que je suis plus libre. Et puis du coup, il n'y a pas ce truc de il faut parler à des gens. Et ça prend du temps de parler à des gens. Ça fait hyper associable parce que je suis en train de dire. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, quand t'es allé au coworking, est-ce que ça t'a été dur, du coup, d'aller vers les gens? Est-ce que c'est fait naturellement parce que les gens viennent vers toi dans ce type de milieu? Ou comment ça s'est passé? Alors, ça n'a pas été du tout dur. Ouais. Mais, en fait, je suis allée vers les gens. Mais par contre, j'ai un tempérament plutôt très travailleur qui prend pas trop de pauses, qui reste très focus. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de me dire ok, là je vais faire une pause et je vais aller sociabiliser. Donc des fois, je vois qu'il y en a qui sont en pause à 17h et je me dis bon allez, je vais sortir 5 minutes, 15 minutes, prendre l'air et discuter parce qu'en fait, si je suis au coworking, c'est pour parler à des gens. Donc c'est aussi pour rester focus sur le travail et pas avoir toutes les distractions que tu peux avoir chez toi. Mais non, en fait, ça a pas du tout été dur et je crois que ça a aussi contribué à m'aider parce que du coup des gens que je connais pas du tout, je suis allée leur parler, je lui ai dit salut, tu sais s'il y a beaucoup de gens qui sont auto-entrepreneurs ici, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est un coworking où il y a des bureaux qui sont domiciliés et il y a des auto-entrepreneurs, mais du coup les bureaux domiciliés ils font leur pause ensemble, ils restent très entre eux, donc en fait je sais que c'est pas avec eux que je vais échanger et j'avoue que je recherche aussi des personnes qui sont à leur compte pour discuter de tout, comment ça marche et tout. Et du coup, en fait, c'est en demandant, tu sais s'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs ici, tu fais quoi, toi, machin. Et puis après, ça s'est fait naturellement, et puis t'échanges, et puis tu manges ensemble, et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a eu des ressources qui t'ont aidé aussi, en plus du psychologue, à combattre ça, ou à mieux comprendre des livres, des podcasts, peu importe, des documentaires En fait, là, très, très dernièrement, j'ai lu du coup le livre que tu m'as prêté. Oui. Les 5 blessures de l'âme. Qui empêchent d'être soi-même. Mais c'est pas grave, j'ai modifié le titre. Voilà, c'est un nouveau livre. Et en fait, ça m'a permis de mieux comprendre nos comportements, ses propres comportements. C'est-à-dire que ce livre, pour l'expliquer rapidement, c'est un livre qui décrit les 5 blessures... 5 grandes blessures les 5 blessures principales qu'on a tous, mais à plus ou moins haut niveau. Et que souvent on développe quand on est enfant vis-à-vis de nos relations avec nos parents. Et en fait, ça explique que pour chaque blessure, on crée un masque. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est un peu pour ne pas blesser notre ego qu'on crée un masque. Et en fait, ça explique nos comportements. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que que j'avais le masque du rigide parce que la blessure de l'injustice, je m'attendais pas du tout, je comprends pas trop le rapport, mais en fait, on comprend mieux son masque que sa blessure. Donc j'ai un tempérament en fait rigide, c'est-à-dire que je vais être très exigeante avec moi-même. Et en fait, j'ai vite compris parce que je suis très exigeante sur tous les pans de ma vie, mon travail, mon alimentation, le sport, le sommeil, les relations, enfin... Je suis très exigeante avec moi-même et avec l'image que j'ai envie de donner et je vais accorder de l'importance à ce que pensent les autres. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que du coup, le rigide accorde de l'importance à ce que pensent les autres et a du coup envie d'être, je dis beaucoup du coup, mais a envie d'être
parfait, même si la perfection n'existe pas, mais parfait du mieux qu'il peut pour donner une bonne impression aux autres. Oui. Et moi, je me suis rendu compte que c'est surtout aux personnes à qui j'apporte du crédit, des personnes que je trouve pertinentes, intéressantes, je vais vouloir leur plaire. Et du coup, ma petite voix dans ma tête, quand je suis en présence de personnes où j'ai envie de leur plaire, à qui j'ai envie de plaire, ma petite voix dans ma tête me faisait me dire ah mais là, faut que tu dises ça, mais là, t'as pas parlé, mais là, attends, machin. Ok. Voilà. Donc, franchement, je conseille ce livre. Il y a des moments où on se dit waouh, mais c'est de l'astrologie, de n'importe quoi. Oui. Mais vraiment, j'ai découvert des choses très intéressantes et même sur son entourage. Ouais. Alors il faut conseiller à son entourage de le lire. Elle le dit dans le livre et pas à l'expliquer. Mais j'ai lu des passages à mon entourage et des personnes se sont reconnues, mais à 95% dans des profils. Et franchement, c'est bluffant. Ouais, et c'est hyper intéressant pour comprendre un peu... Enfin, ces masques, on les développe pareil de manière inconsciente pour survivre contre la blessure qu'on a. Mais c'est hyper intéressant, ça permet de mieux comprendre son entourage. Parfois, dans certains comportements, moi, de mon entourage, je me dis « Ah, ben là, c'est un peu la blessure de ça qui parle, etc. » Et moi aussi, quand... après, on a tous des problèmes et des blessures en soi, ça s'exprime différemment. Mais voilà, je te dis « Ah, ok, c'est ça que je développe. » Mais du coup, pour ton anxiété, de manière générale et sociale, ça a dû, peut-être t'ouvrir un peu les yeux sur certains trucs. Enfin, continuer à t'ouvrir les yeux, mais pas pour dire que j'ai participé à ça, mais... Non, mais honnêtement, quand tu me l'as donné au début, je me suis dit, cool, ça va être intéressant. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à lire, et il y a des passages où je me disais, mais waouh, c'est un peu ésotérique, on part dans moi aussi. Oui. Et puis en fait, quand j'ai commencé à reconnaître mon entourage, et puis à me reconnaître dans le dernier chapitre, je me suis dit, ah ouais, c'est... Enfin bon, voilà, sans en faire tout un truc, c'est juste intéressant, on comprend des trucs sur soi, quoi. C'est ça, voilà. Faut lire, lisez-le. Voilà. Pour terminer, j'ai 2 questions en une, en gros, à te faire, à te donner. La première, c'est du coup... par rapport à la problématique du podcast, c'est-à-dire est-ce que anxiété sociale et entrepreneuriat, c'est possible ? Qu'est-ce que t'en penses vraiment ? Si aujourd'hui quelqu'un de full anxieux social veut se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est possible ? Et si oui, du coup, comment ? Un peu pour conclure tout ça. Mais je dirais que pour moi, ça a été un peu une thérapie parce que de fil en aiguille, tu te retrouves dans des situations par la force des choses et en fait, tu te rends compte que tu peux appréhender certaines situations et quand t'es le nez dedans, mais en fait, ça se passe bien. Ouais. Et en fait, ce que m'avait expliqué aussi mon psychologue, c'est que en fait, l'anxiété sociale se crée. En fait, on se crée nous-mêmes notre inconscient, crée des mécanismes dans le sens où, dans certaines situations, notre petite voix va nous dire des choses et comme la situation va bien se finir, c'est-à-dire que pour mon cas, je suis en présence de plusieurs personnes, je suis pas à l'aise, mon anxiété, ma petite voix dans ma tête va me dire des phrases qui sont pas super, qui vont me culpabiliser. Et puis en fait de cette situation, ça va bien se terminer, je vais retourner travailler et puis tout se passe bien. Du coup, mon inconscient va comprendre que ce fonctionnement est un bon fonctionnement parce qu'il m'a gardé en sécurité. Et en fait de me mettre en situation d'insécurité et que ça se termine bien. Le fait que ma voix commence à de moins en moins me dire des choses culpabilisantes ou autres, et que ça se termine bien, en fait j'ai contrecarré le schéma, et mon inconscient a fini par comprendre de plus en plus, et que ça s'estompe. Enfin, du coup mon anxiété sociale s'estompe parce que mon inconscient comprend qu'en fait un autre schéma est possible, et que les situations se terminent bien aussi. Ok, donc ton conseil en fait c'est d'y aller, de tenter, et ça va forcément résoudre certaines choses, parce qu'on est obligé de se forcer à avoir des contacts sociaux quand on est entrepreneur, quoi, si je comprends bien. Je dirais que oui. Après, ça dépend du degré d'anxiété sociale. Moi, honnêtement, c'était une petite anxiété sociale parce que j'ai toujours eu des interactions avec j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours eu voilà, j'ai jamais eu vraiment de problème. Mais si on est un gros anxieux, faut pas non plus aller trop vers des situations d'inconfort, parce que ça peut faire un choc trop fort. Oui, et donc là, être accompagné par quelqu'un, ça peut être très très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir merci à toi. Bien voulu bien raconter ma vie. participer à cet épisode de podcast. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour ton aventure entrepreneuriale. Et puis et puis voilà, restez connectés pour voir les prochains podcasts et voir aussi la marque Happy Made sortir très 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 prochainement. Là, dans les prochains mois, ça se fait, et dans un mois, la campagne de crowdfunding qui va sortir aussi. Donc voilà, merci encore, et puis on vous dit à très bientôt.
Bah merci, et si je veux juste rajouter un petit truc, Ouais. en vrai, ça me fait plaisir que tu m'aies proposé ce sujet de podcast, Ouais. parce que la petite voix dans la tête et l'anxiété sociale, je trouve que c'est des sujets dont on parle peu, parce que Oui. justement, en général, c'est les gens qui ont de l'anxiété sociale, qui sont anxieux et qui, ils veulent pas aborder ce sujet parce que c'est la chose qui leur porte peine, je sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Enfin, c'est, Enfin, je sais pas si ça se dit, mais j'ai compris. On a tous compris, je Et pense. du coup, je sais que ce qui m'a permis d'avancer aussi, c'est d'en parler. Donc en fait, il faut en parler et démystifier la chose. C'est pas un tabou, c'est juste, voilà. Il y a tous des moments où on est timide, il y a certaines personnes plus que d'autres, certaines personnes différemment, et puis voilà. Eh ben, merci à toi, et puis à très bientôt, restez connectés.